La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique. Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël, l'embargo pétrolier des pays arabes dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence, et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens qui a duré plus d'1 an. Depuis 30 ans, je m'intéresse à l'image des Arabes que les cinéastes ont projetée sur le grand écran. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Dans tous les aspects de notre culture, l'arabe tient le rôle du bandit. C'est un fait. Il n'y a aucune exception. On nous a présenté de manière répétitive quelques images structurées, de sorte que nous ayons toujours la même conception. Et cette conception correspond au mythe véhiculé sur les Arabes dans le cinéma hollywoodien. Les accessoiristes à Hollywood affublent les femmes de pantalons transparents et de costumes de danseuses du ventre, et arment les méchants arabes de cimetères, ces longs sabres recourbés. Mais en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. À l'origine, le premier couplet disait « Où l'on te coupe l'oreille pour un oui, pour un non, c'est barbare, mais hey, c'est chez moi ». Un producteur doté d'un minimum de bon sens et de délicatesse n'aurait jamais accepté que de telles paroles se retrouvent dans sa chanson d'ouverture. Mais cela ne s'arrête pas là. Oh, tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, prends. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'en aller sans payer. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Oh non, je vous en supplie! Oh. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Ligotée à un poteau, presque nue, elle est mise aux enchères pour des bédouins à l'allure primitive. Dans Sahara, Brooke Shield est elle aussi kidnappée et livrée aux mains d'un cheik pervers pour satisfaire ses plus vils désirs. More than 300 movies
Plus de 300 films, soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux, des chèvres, des moutons, des poules. Ils ne vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça grille, ça défecte partout. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Mais imaginez s'il avait répondu « pleine de Noirs »,« pleine de Juifs » ou « pleine de Latinos ». C'est ridicule. Pourquoi dire de telles inepties? Le film Le père de la mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Mati et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleur de cuisine. Vous vendre, moi payer rubis sur l'ongle. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Pour la même raison que dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. C'est insensé. Hollywood introduit des arabes ou des scènes dégradantes pour les arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. In movies having nothing to do with the Middle East. So you're sitting like I am, for example, watching Back to the Future. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes que vers le futur. La représentation du peuple palestinien au cinéma fait aussi ressortir le lien entre la politique et le divertissement, entre Washington et Hollywood. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, celui-ci jouit du soutien indéfectible des États-Unis. Chacune des administrations américaines a clairement pris le parti d'Israël. À l'inverse, les politiciens n'ont pratiquement rien fait pour aider les millions de réfugiés palestiniens plongés dans la misère la plus noire à la suite de la création d'Israël. S'il est vrai que la politique influence l'opinion publique, Hollywood a aussi représenté le conflit d'une manière biaisée. Les films dépeignent systématiquement les Palestiniens comme des terroristes, tous méchants, sans exception. Made in America, Colonel. Hollywood perpétue ce cliché depuis le film Exodus, dont l'action se situe au tout début du conflit. Dans ce film, les Palestiniens sont soit invisibles, soit comparés aux nazis, auteurs d'horribles crimes. Le film L'ombre d'un géant, sorti en 1966, présente aussi les Israéliens comme d'innocentes victimes de la violence des Palestiniens. Kirk Douglas y tient le rôle d'un militaire américain qui vient prêter main forte aux Israéliens. Certains dialogues du film semblent tout droit sortis du ministère des Relations publiques d'Israël. Voyez, il y a un pays qui est entouré par 5 pays arabes qui ne désirent que les rejeter à la Méditerranée. Sans fusil, sans chars, sans amis, sans rien, ce peuple combat avec ses mains nues pour un morceau de désert. Les Palestiniens dans ce film sont l'élite de la société. Ce sont des terroristes brutaux, des maniaques au regard fou. Ils sont prêts à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sans raison. Une scène particulièrement violente montre un autobus calciné auquel il y a une juive morte, l'étoile de David gravée sur son dos. Et lorsqu'enfin des Palestiniens parlent, c'est pour ridiculiser et terroriser une autre femme prisonnière à l'intérieur d'un autobus.
10 ans plus tard, dans le film Dimanche Noir, le terroriste palestinien prend un visage féminin. Intéressant. Là où elle frapperont, ça fera mal. Là où il se croit invulnérable. La terroriste tente d'exterminer à l'aide d'un dirigeable publicitaire de Goodyear 80 000 Américains rassemblés dans un stade de Miami pour le Super Bowl. Elle élimine de sang-froid quiconque se met en travers de sa route. Les films qui passent sur nos écrans sont généralement calqués sur la politique de Washington. C'est particulièrement évident dans les années 1980 et 1990, où l'on dénombre une trentaine de films dans lesquels des Palestiniens tentent de détruire le peuple américain. How may we help you, Jad? Le film Death Before Dishonor, sorti en 1987, dresse le portrait le plus abject des Arabes et des Palestiniens. Ceux-ci, après avoir assassiné un garde, massacrent une famille israélienne. Il kidnappe et torture un Marine américain et en exécute un autre de sang-froid. Ils brûlent ensuite le drapeau américain juste devant l'ambassade américaine. Puis la font exploser dans un attentat suicide. Si le grand écran ne nous a jamais transmis une image positive des Palestiniens, c'est en grande partie parce que deux producteurs israéliens, Menachem Golan et Yoram Globus, fondateurs d'une société du nom de Cannon, ont produit, en 20 ans, au moins 30 films diabolisant les Arabes et plus particulièrement les Palestiniens. Ils ont même produit un film intitulé Hell Squad, dans lequel on voit des danseuses de music hall battre violemment des Arabes au beau milieu du désert. Mais d'après moi, Delta Force constitue leur film le plus efficace, l'un des plus populaires et des plus racistes. On y voit des Palestiniens détourner un avion et terroriser les passagers, en particulier les Juifs. Pick out the passport with Jewish names. Aucune forme de communication n'est aussi efficace que le cinéma pour faire de la propagande. Et Golan et Globus en sont les champions. Il est clair que les producteurs américains jouent un rôle clé dans la diabolisation des Palestiniens. Le film Vrai mensonge est sans doute le plus anti-palestinien de tous. C'est apparemment la même bande que celle qui a fait exploser une bombe atomique dans l'archipel de Peace. Le Djihad rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine. Ce film passe et repasse à la télévision presque une fois par semaine. Il fait partie de notre paysage visuel. Donne-moi cette clé. Allez, ma petite. T'as pas envie de mourir si jeune. Donne-moi cette clé. Et on ne te fera aucun mal. Je t'en donne ma parole. Pas question, espèce de taré! On ne nous montre jamais de Palestiniens qui souffrent à cause de l'occupation, ni les camps de réfugiés, ni les innocentes victimes palestiniennes qui sont tuées. Ces images sont bannies. Pourquoi? Existe-t-il une règle tacite à Hollywood interdisant de donner aux Palestiniens un visage humain? Et pourquoi ne pourrions-nous pas les montrer sous un jour favorable, au même titre que les Israéliens? Du point de vue médiatique, cinématographique, politique, la vie d'un enfant palestinien n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un enfant israélien? Et si c'est le cas, pourquoi le grand écran en fait-il abstraction?
Dans tout le cinéma de sécurité nationale, l'enfer du devoir restera dans les annales comme le plus raciste. Le film a été scénarisé par l'ancien secrétaire de la Marine, James Webb. L'action se déroule au Yémen, un pays réel du Moyen-Orient. En raison de violentes manifestations devant l'ambassade américaine, les Marines, dirigés par Samuel L. Jackson, sont appelés en renfort pour évacuer les employés américains. Mais les Marines ouvrent le feu sur la foule, tuant de nombreux Yéménites, parmi lesquels des femmes et des enfants. Pour mener son enquête, Tommy Lee Jones, l'avocat qui défend le personnage de Samuel L. Jackson, se rend au Yémen. Jusque-là, on est porté à croire à l'évidence que les Marines ont bel et bien commis cette atrocité. Des marines américains armés, ils tiraient sur son peuple. Ils essayaient juste de défendre leur peau. Durant son enquête, l'avocat aperçoit une petite fille unijambiste. Il la suit et se retrouve dans une salle d'hôpital remplie de victimes civiles. Il découvre une bande audio près du lit de l'une de ses victimes. Il fait ensuite traduire le contenu de la bande en cours. Et on commence immédiatement à comprendre qui est réellement responsable du massacre. Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui en est capable. On découvre que les civils yéménites ne sont pas aussi innocents qu'il n'y paraît à première vue. Il s'avère qu'ils ont ouvert le feu les premiers. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendris, dont l'humanité et l'innocence ont fait fondre nos stéréotypes, ne vaut finalement pas mieux que les terroristes yéménites. Si bien que, quand Samuel L. Jackson nous livre la réplique clé « Il faut tuer ces enfoirés », on est d'accord. Ainsi, à la fin du film, le massacre de femmes et d'enfants est justifié et même applaudi. C'est un carnage, certes, mais un carnage légitime. Sergent Mack. Colonel. Contactez toutes les stations. Mission accomplie. Le film est dénué d'humanité. Et si les Arabes ne sont pas humains, que reste-t-il ? Si nous ne pouvons éprouver d'empathie à leur égard, si nous les percevons comme des êtres différents, il est justifié de les tuer. N'est-ce pas ce qu'ils méritent ? Et que pensent de nous les Arabes qui voient ces films? Car ils se louent 25 cents américains en Égypte. Quel effet produit sur ces gens des images où l'on voit des Américains tuer des Arabes? Cela rapproche-t-il les deux peuples? Ce genre de film contribue-t-il à créer un climat de paix ou à creuser davantage le fossé qui nous sépare?